Alors j'ai pris ce petit diagramme qui m'a été donné par Philippe Siey il y a quelques années. Philippe Siey, vous connaissez peut-être, qui est le CEA et qui est certainement un des plus grands biogéochimistes, vraiment quelqu'un de très connu à tout niveau et international en particulier, qui a été appliqué dans tous les rapports du GIEC. Et voilà, c'était un diagramme qui m'a attiré l'attention parce que ça, c'est le niveau de CO2 tel qu'il est atteint progressivement, et on n'était pas encore arrivé à 400 ppm comme maintenant, au Mauna Loa. Et puis, s'il y a cette petite flèche qu'il a rajoutée, c'est la Terre, si l'océan ne reprenait pas du CO2, si la végétation ne reprenait pas du CO2. Et ce qui m'a amusé, rétrospectivement, parce qu'on ne le dirait plus comme ça maintenant, c'est le commentaire. C'est le puits de l'océan et de l'atmosphère qui offre une sorte de discount de 50 000 milliards d'euros sur le changement climatique. Alors on sait que ce discount, il est au prix de l'acidification des océans, qu'il est au prix d'un impact sur la végétation qu'on a beaucoup de mal à comprendre parce qu'on ne l'a pas complètement étudié. Et donc, le problème quand même de fond par rapport à ces enjeux climatiques, c'est de savoir ce qu'on veut protéger. Est-ce qu'on veut protéger, par exemple, la biodiversité? Est-ce qu'on veut protéger et de s'ouvrir à des dimensions un peu plus interdisciplinaires en essayant de savoir, dans le fond, hein, si on veut s'adapter, il y a des choix, il faut savoir quoi protéger. Alors, dans le rapport du groupe 2, et c'était un changement de culture que moi je de participer au rapport du groupe 2 au chapitre 1, celui qui fait la transition entre le groupe 1 et le groupe 2 la dernière fois, c'est un changement de culture, cette notion que finalement on vit dans un monde où il y a des stresseurs multiples, que le changement climatique c'est un d'entre eux, mais qu'il y a la pauvreté, qu'il y a les problèmes politiques, et que ce qu'on va faire, c'est, à partir des problèmes climatiques, c'est aider à des transitions, éventuellement par étapes, vers des situations où essentiellement, ça veut dire quoi? Une société idéale, c'est une société où l'homme trouve sa place, et une société où on ne menace pas le vivant, la biodiversité, c'est probablement les enjeux les plus importants. Et donc, ça, c'est quelque chose qui ne renvoie pas toujours à notre culture de la prévision, mais plutôt à une culture du risque. Et comment est-ce qu'on essaie de définir des risques climatiques? Alors, c'est d'autant plus important que, de fait, on ne sait pas vraiment, et on ne saura peut-être jamais vraiment bien prévoir ce qui se passe à l'échelle régionale. Alors, autant j'ai montré tout à l'heure un cadre de température où vous pouviez voir que les modèles étaient tous d'accord, vous avez ici la même carte, c'est comment changent les précipitations à l'échelle globale. C'est le résultat de 39 modèles dans le dernier rapport du GIEC. Quand il y a des barres assurées, c'est que les modèles ne sont pas d'accord entre eux. Quand il y a des petits points, c'est qu'ils sont d'accord entre eux. Donc la moyenne des modèles, c'est les couleurs, un peu plus à l'équateur, un peu moins dans les déserts, un peu plus dans les régions de moyenne latitude, c'est quelque chose qu'on comprend. Maintenant, si on se place sur une région donnée, par exemple le Sahel, ici, vous voyez, les modèles sont en désaccord les uns avec les autres. Ou dans les régions de mousson, ici aussi. Donc, dans des régions très impactées, il y a un désaccord avec les modèles. Alors, ça traduit quoi? Ça traduit, alors je vais prendre l'exemple sur nos régions, ça traduit le fait qu'on a éventuellement, et je pense que c'est ce qu'a dit Pascal hier soir, on a des systèmes météorologiques qui peuvent se succéder les uns les autres. Voilà, l'oscillation nord-atlantique avec 2 états, les blocages sur les océans et les continents. Oui, normalement, dans l'état naturel, on passe un quart du temps dans chacun de ces états. Quand le climat change, on ne va pas passer 100% du temps dans un de ces états. On va simplement changer la fréquence, changer. Et c'est bien ce qui se passe. Alors, on parle de timidité des scientifiques, c'est pas une timidité, c'est la réalité. Et c'est imprévisible, probablement. C'est-à-dire que le temps qu'on va passer dans chacun de ces états peut prévoir ça dans certaines circonstances. On est sûr que le changement du gradient de température entre les pôles et l'équateur affecte ça. Mais comment ça va l'affecter de manière précise? Ça reste un problème scientifique extrêmement difficile. Et quand on décale ça vers les événements les plus extrêmes, ça reste aussi un problème très difficile. Alors, il faut vraiment se méfier dans le discours, parce que autant quand on fait de l'alerte, on peut essayer de dire, voilà, c'est pas très grave, les détails. Quand on voit les gens qui cherchent à mettre en place des politiques d'adaptation, si on leur dit bon, il y aura une sécheresse, surtout le sud de l'Europe, ils s'adaptent à la sécheresse. Il y a des arbres qui sont adaptés aux sécheresses. S'ils comprennent un peu mieux que la sécheresse peut être entrecoupée d'événements humides intenses, c'est mieux pour les politiques d'adaptation. Donc le discours précis devient nécessaire. À un moment donné,
si on veut vraiment s'appuyer sur le discours des scientifiques pour commencer à gérer le risque à échelle locale, on n'a pas le droit d'être approximatif, parce que ça a des conséquences qui sont extrêmement graves. Donc, pour ça, on est complètement confronté maintenant un jour à une espèce de reprise d'un discours qui a été utilisé pour faire de l'alerte, et qui n'est pas complètement adapté dès qu'on veut essayer de faire des choses à échelle locale. Alors, pour vous donner un exemple de choses qui relèvent de l'adaptation, les Chinois se sont alertés sur le fait qu'il y a des moussons qui se sont affaiblis. Ça, c'est un indice des moussons. Les moussons doivent revenir au nord. Depuis quelques années, dans la fin du XXe siècle, on a l'impression qu'elle était en décroissance. Donc il y a eu un projet d'adaptation énorme en termes d'infrastructure, que m'ont décrit les collègues là-bas. Il y a une canalisation ici, une autre au centre, et puis il y en a une autre du côté du Tibet qui n'a pas été commencée, qui transporte de l'eau du sud au nord pour pallier aux moussons. Alors, ces moussons, aux moussons insuffisantes, où l'eau ne vient pas assez au nord. Alors malheureusement ou heureusement, en tout cas les dernières années, le mousson est revenu. Donc ils ont construit tout ça, des infrastructures aussi grandes pratiquement que le barrage maritime des Trois Gorges, et ils ne savent pas, on verra dans le futur si c'est utile ou pas. Mais les gens sont confrontés à ce type de décision par rapport au changement climatique. Alors moi, je vais essayer de finir là maintenant rapidement. Ce qu'on a essayé mon expérience dans ce domaine-là, ça a été un peu sur cette région, le changement climatique en Aquitaine. Et je vais en dire un mot, parce que je crois que ça pose un certain nombre de problèmes qui sont un peu généraux sur comment on peut s'articuler le changement, le diagnostic des scientifiques avec d'autres types de diagnostics. Alors, moi, c'est une sollicitation qui est venue de la région, parce que je dis régulièrement que je suis d'ici. Ce qu'on a essayé de faire, c'est ce qu'on a appelé à un moment un GIEC Aquitain, puis on a essayé de gommer ce nom ensuite, mais l'idée c'était toujours la même, c'est-à-dire de se baser sur du travail publié, sur différents domaines. Et ma grande surprise, c'était de voir qu'en très peu de temps, on a réussi à rassembler 150 chefs d'équipe, donc ce n'est pas des scientifiques, c'est des chefs d'équipe locaux, qui ont tous un domaine d'expertise lié au climat, sur l'eau, sur l'air, sur la montagne, sur le littoral, sur les poissons, sur la vie, sur la forêt, et ça monte très vite sur le domaine urbain. Et sur ce domaine-là, dans ce domaine-là, on a réussi à faire un bilan de ce que peut être l'impact sur l'Aquitaine du changement climatique. On se demande 2 échelles, mais c'est très difficile de tenir ça de manière stricte, et un changement modéré, un changement plus fort. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement la manière dont un diagnostic comme celui-là, d'abord, tire parti d'une expertise scientifique qui est réelle. Moi, j'étais stupéfait de voir que finalement, dans nos laboratoires publics, payés par l'argent public, il y a une expertise aussi large et finalement aussi peu utilisée sur ce qui peut se passer dans un cadre de réchauffement climatique. Je dis que finalement, les gens ne croient pas vraiment au réchauffement climatique pour ne pas aller chercher cette information qui nous dit quand même beaucoup de choses sur ce qui pourrait se passer. Et l'autre point, c'est que ça donne un certain nombre de pistes. Il y a une forme de dissymétrie un peu dans le changement climatique. On met des gaz à effet de serre qui restent très très longtemps, donc il faut arrêter tout de suite de les émettre. Mais par contre, ils prennent quelques décennies pour agir, un petit peu de temps pour la démocratie, pour le débat. Alors, en région Aquitaine, j'ai juste cité 3 choses, je ne vais pas aller plus loin. La première des choses, c'est les canicules l'été. C'est une région qui est très exposée à ça, donc éventuellement plus de 10 degrés l'été. On a été assez surpris de voir que sur une ville comme Bordeaux, par exemple, on a cherché attentivement, on n'a trouvé aucune étude précise sur ce que serait une ville dans un climat plus chaud l'été. Donc on parle de densification, au contraire de végétalisation. Donc on n'a pas trouvé d'études. Il y a beaucoup d'études sur ce que pourrait être le parc d'autobus de la ville pour ne pas émettre trop de CO2, autre chose comme ça, mais des études sur comment on s'adapte. Et on sait que ces 2 problèmes, le logement est un des éléments clés quand on parle de réduire les émissions de gaz à effet de serre. D'avoir des logements qui soient adaptés à la fois à une problématique de réchauffement
en évitant qu'on utilise trop de climatisation l'été, et qu'à la fois une problématique de chauffage l'hiver, c'est, paraît-il, pas tout à fait évident, et c'est quelque chose qui pourrait être conçu de manière commune. On se rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas, et que dans ces domaines-là, il y a certainement à faire un petit peu attention. Et le message des scientifiques, c'est aussi que c'est quelque chose qui survient, qui trouve sa rentabilité à moyen terme, puisqu'on n'a pas de canicules tous les jours, et puis qu'on ne les aura pas en fait avant quelques décennies pour les plus importantes. Alors un domaine intéressant aussi, je vais passer rapidement, c'est celui du littoral. C'est un exemple un peu de domaine où on a deux types de décisions possibles. Parce que là, il y a deux domaines, vous avez ici une côte sableuse, et puis vous avez des estuaires, des lagunes comme le bassin d'Arcachon, l'estuaire d'Adour aussi, qui sont puis la côte rocheuse, Biarritz ou Toba, qui est un peu différente. Vous avez, je ne suis pas spécialiste de ce domaine-là, mais pour ce que j'ai fini par comprendre après beaucoup de discussions, il y a deux éléments très différents. Il y a l'élément de submersion, il va être associé au relèvement du niveau de la mer, et qui est un élément assez direct. Cet élément de submersion, il pose des questions très en amont. Qu'est-ce qu'on défend? Qu'est-ce qu'on laisse? Alors vous avez ici des zones qui ont un petit intérêt économique. Le château Marmont doit être exactement ici. Donc, vous avez aussi un autre domaine, c'est celui de l'érosion. L'érosion, elle survient de ces tempêtes atlantiques qui viennent beaucoup plus au hasard. Dès qu'on passe par la circulation atmosphérique, on parle de conséquences indirectes. Bon. Et la question, c'est comment est-ce que la politique locale peut prendre en compte ces risques. Alors, donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le diagnostic scientifique peut aider à une prise de conscience assez générale